magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. Papa Pic et Maman Cou, ici tout le monde met la main à la pâte pour réaliser des peintures et broderies pour vos parures de lit. Ça se passe à la maison Desporto. Rien d'industriel dans les produits sélectionnés par Delphine Plisson, mais un amour des bonnes choses qu'elle nous fait découvrir tout de suite. Photographie, statue de la liberté ou encore contrefaçon, le point commun, le 16e. Vous ne comprenez rien, c'est pas grave, on vous explique tout de suite. Pauline Crière nous emmène dans son univers et dépoussière le fauteuil Louis XVI. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Le point commun entre le cellophane, le street art et des municipaux heureux, c'est Cellographe évidemment. Lors de leurs études aux Beaux-Arts, le duo d'artistes Astro et Canos a une brillante idée. Taguer sur du cellophane tondu afin d'allier performance, exercice de leur art et surtout ne pas déranger les amateurs urbains de murs blancs. Alors de l'art city-friendly, nous on dit forcément oui. Adieu veaux, vaches, cochons, vous ne trouverez rien de tout ça à la ferme du Buisson. Comme son nom ne l'indique pas, cette ferme est en réalité un centre culturel multifacette qui a pour but de diffuser la création contemporaine. Danse, théâtre, cinéma, cirque ou musique du monde. Prenez donc place dans la grange et admirez le spectacle. Fans de carottes, trognons de pommes, peaux de banane, ne jetez plus rien. Dans son ouvrage Les épluchures, Marie Cochard vous explique comment transformer ce que nous considérons comme des déchets en merveilles de la cosmétique, en produits ménagers ou autres astuces éco-responsables pour dire non au gâchis. À l'abordage, tricote-moi un tatou, revisite les codes du tatouage de marin pour en faire des pulls et autres pièces branchées. La créatrice Caroline Juteau joue avec le monde de la piraterie sans en oublier son code d'honneur, une fabrication 100% made in France. Alors si vous n'étiez pas sûr de vouloir cette petite encre tatouée sur votre poignet, vous pourrez toujours la porter tricotée. C'est le moment de jeter votre thé d'oreiller Barbie et d'admirer le travail minutieux de la maison Desporto. Broderie précieuse et mélange de tissus, qui a dit que la haute couture ne s'appliquait pas au linge de maison ? Quel est le point commun entre Jackie Kennedy, Charlie Chaplin, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve ou encore la duchesse de Windsor ? Tous sont des clients de la maison Desporto. Depuis près d'un siècle, Desporto fournit en linge de maison les plus grands hôtels, mais aussi la Maison Blanche ou l'Élysée. Des draps fleuris et colorés qui, aujourd'hui encore, sont la signature de la maison. À partir de 1920, enfin des années 20, Madeleine Porto a bousculé un peu les codes du linge, qui étaient quand même très précis, très particuliers, c'est vraiment du blanc, etc. Elle bouscule ces codes en introduisant de la couleur et des imprimés dans le lit. À l'époque, c'est une révolution et Madeleine réussit l'exploit de hisser le linge de maison au même niveau que celui de la haute couture en s'installant à côté de la maison Dior, avenue Montaigne. Elle s'est inspirée des peintres impressionnistes qu'elle aimait, de Matisse, etc., pour créer des parures imprimées, et notamment sur des tissus beaucoup plus fins que ce qui était normalement utilisé. Coton, voile de coton, lin, soie, autant de tissus dans lesquels n'importe qui rêverait de dormir. Et c'est d'ailleurs en France que la maison tisse et imprime ses propres matières, grâce à une technique très particulière que peu utilisent encore, l'impression sur cadre. L'impression sur cadre, en fait, chaque couleur est séparée. Chaque couleur est un cadre qui est imprimé les uns après les autres sur des tables qui font 60 mètres de long sur 3 mètres de large. Et pour se rendre compte par soi-même, il faut aller du côté d'Argentan, dans l'Orne, où une petite équipe fait tourner l'usine d'impression. Il y a Bruno aux couleurs, Franck à l'impression, sans oublier Agnès, la maîtresse des lieux. Et tout commence en cuisine avec la préparation des couleurs. Toutes ces couleurs, je me sers dans ce que j'ai dans les mains, c'est ce qu'on appelle les couleurs mères. Donc c'est les couleurs primaires qu'ils nous donnent, élaborées avec leur dosage à préconiser. La recette est devant moi là, c'est au gramme près. Après le mixage, les pots sont prêts à passer à table.
Les couleurs sont posées les unes après les autres, donc plus il y en a, plus l'impression prend du temps. Par couleur, en moyenne, on met 20 minutes. Pour là, on est sur un dessin de 8 couleurs, donc à peu près 320 minutes. Donc le calcul est facile à faire, à peu près 6 heures. Aujourd'hui, Desporto est la seule maison au monde à utiliser cette technique sur des surfaces aussi grandes. On ne compte plus le nombre de motifs et de cadres entreposés dans l'usine et certains restent des classiques de la maison, comme les cœurs créés pour la duchesse de Windsor. Des motifs que Delphine, la directrice artistique, doit réinventer et remettre au goût du jour chaque saison, sans perdre l'esprit de la maison. L'idée, c'est que chaque saison, on détournera des imprimés, on détournera des permanents de la maison. Moi, j'ai sélectionné un imprimé qui, pour moi, est totalement représentatif de ce que, pour moi, est le fleuri de Porto, qui s'appelle Pois de Senteur, et que j'ai réutilisé, recolorié, réimprimé avec d'autres types de matières, d'autres coloris, etc. Résultat des collections intemporelles grâce à un savoir-faire 100% français. Comme quoi le Made in France a encore de quoi faire rêver. Delphine Plisson a tout quitté pour ouvrir un grand magasin d'alimentation qui propose la crème des produits du terroir français. Une découverte qui nous met déjà l'eau à la bouche. Miam. C'est entre la place de la République et celle de Bastille qu'au printemps 2015 s'est ouvert à Paris un lieu qui offre à la fois un primeur, une charcuterie, un traiteur, une boucherie, une fromagerie, une crèmerie, une épicerie, une boulangerie, un café et un restaurant. On serait tenté après cet inventaire de limiter cette offre par « oui, eh bien c'est une supérette » ou même un supermarché, rien d'original. Eh bien pas du tout, la maison Plisson c'est tout autre chose et c'est bien mieux. Et pour le savoir, il suffit de demander à sa fondatrice. C'est avant tout un lieu de vie qui réunit l'ensemble des produits alimentaires de qualité, de producteurs identifiés, français, européens, à travers une dizaine de métiers. La maison Plisson est ouverte 7 jours sur 7, ce qui est une particularité en soi à Paris, de 8h30 à 21h, en service continu au restaurant et sur l'ensemble du marché. Mais comment, après avoir travaillé 20 ans dans la mode, Delphine a réussi une reconversion plutôt inattendue qui l'a fait passer des collections de prêt-à-porter aux saisons des fruits et légumes. Alors, la transition entre la mode et la maison Plisson s'est faite de façon très naturelle. C'est un projet dont j'avais envie depuis longtemps. Là, ce qui me plaisait et la dimension qui m'a vraiment fait pousser à basculer, c'était l'envie de rencontrer tous ces gens merveilleux, passionnés, l'envie de pouvoir constituer une équipe autour de ces produits merveilleux. Et ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'aventure humaine, fondamentalement, qu'elle soit liée aux producteurs ou à l'équipe qui travaille ici. Ce qui me plaît quand je me lève le matin, c'est de savoir qu'on génère comme ça un quotidien qui, pour chacun d'entre nous, est porté par des valeurs assez chouettes, quoi. Et c'est vrai qu'ils sont charmants, souriants et qu'ils en connaissent un rayon sur leurs produits. Qu'ils soient meilleurs ouvriers de France, vendeurs, chefs de cuisine, serveurs ou boulangers, ils ont tous une histoire à vous faire goûter. À 50 salariés aujourd'hui, tous sont des grands professionnels dans leurs différents secteurs d'activité. Notre boucher, meilleur ouvrier de France, notre fromager est en train de préparer le concours de meilleur ouvrier de France. On a une équipe de personnes qui, avant tout, ont envie de participer collectivement dans la meilleure atmosphère de convivialité possible. Alors, vous l'aurez compris, AOC, AOP, traçabilité et filière courte sont les maîtres mots de la maison Plisson. Et pour réussir à pérenniser aussi bien l'approvisionnement que garantir la qualité des produits, il a fallu à Delphine et ses équipes établir une véritable relation de confiance avec leurs producteurs et fournisseurs. Alors c'est un échange de bons procédés. Nous, notre souhait, c'est d'avant tout d'assumer notre responsabilité de sélectionneur. Donc dans la mesure où nous avons la chance d'avoir une maison qui fonctionne bien, on a aujourd'hui à peu près 25 000 clients tous les mois, ça nous permet effectivement de faire connaître des producteurs régionaux qui ne sont pas nécessairement distribués à Paris. On n'a pas de volonté d'avoir une exclusivité sur quelques produits que ce soit. Notre propos étant de les soutenir dans leurs souhaits et leurs besoins, de développer leur visibilité et leur vente par extension. Si on a la garantie d'avoir une traçabilité sur tous les produits en rayon, il en est de même à la carte du restaurant, puisque tout ce qui est proposé en cuisine provient du magasin.
Et si l'une des motivations premières était d'associer une cuisine aux étals, afin d'éviter tout gaspillage alimentaire sur les produits frais, il s'avère que la proximité entre le chef de cuisine et d'autres artisans de métiers de bouche ne fait que renforcer l'attrait de partager la même enseigne. C'est l'avantage d'avoir un marché et un restaurant, c'est qu'effectivement, quand le chef de la cuisine a besoin de carottes, il a 3 mètres à faire pour aller les chercher. Et il peut discuter allègrement avec le boucher, puisque tous les jours, on propose une pièce du boucher au restaurant. Bon, bah là, l'avantage, c'est que la boucherie est sur place. Donc, c'est assez simple de pouvoir effectivement imaginer des plats quand on a le nez dans un marché toute la journée. Ouais. Delphine n'a jamais hésité à embaucher dans son équipe un postulant qui n'a pas la formation requise pour le poste à pourvoir. Elle préfère s'attacher à un savoir-être et à une motivation plutôt qu'à une qualification. Ce qui compte, c'est la cohésion d'une équipe motivée qui aime partager un quotidien de travail dans la bonne humeur pour le plus grand bonheur de sa clientèle. On tenait beaucoup à ce qu'il y ait des synergies effectivement dans les équipes. Tout le monde travaille ensemble. Tout ça crée quand même vraiment quelque chose de très, finalement assez familial et sympathique. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'ensemble de l'équipe est là depuis l'ouverture du magasin. Et très clairement, on ne fait pas ce métier par hasard. On le fait avant tout parce qu'on aime manger, donc qu'on aime la vie et qu'on aime les gens. Et que tout ça crée quand même de belles synergies humaines. Ouais. Bonjour Delphine Plisson. Bonjour. Rien ne vous prédestinait à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est vrai, en Vous tout venez cas. d'un univers tout à fait différent. Absolument. J'ai passé en effet les 20 premières années de ma vie professionnelle dans un tout autre secteur, en l'occurrence dans la mode. Et comment ça s'est fait qu'un jour vous vous êtes dit hop, je vais ouvrir une épicerie? Alors j'en ai foncièrement toujours rêvé. Pourquoi sans concrètement... Je vivais aux États-Unis à la fin de mes études et je passais mon temps chez Dean & DeLuca ou Whole Food Market. C'était des lieux de plaisir. Je trouvais que c'était des expériences formidables et j'avais pas retrouvé ce type de lieu en France. Delphine, ce que j'aime particulièrement dans votre démarche, c'est qu'avant de vous lancer, vous avez fait un tour de France pendant un an et demi à la rencontre de tous les producteurs. Est-ce que c'était important pour vous de les rencontrer personnellement parce que vous aurez pu les recevoir à Paris tout simplement? Alors c'était d'une part important et puis c'était évidemment un plaisir immense que d'aller à la rencontre des producteurs. Ça nous a permis de visiter les régions, de voir effectivement in situ comment les producteurs travaillent, les éleveurs, les producteurs divers et variés, et de rencontrer évidemment les personnes qui sont derrière les produits et qui sont par la force des choses aussi importantes que les produits qu'ils proposent. Bien sûr. Est-ce que vous vous êtes rendu compte aussi de la précarité de certains filières? Évidemment, mais fondamentalement, le fait d'aller sur place et de rencontrer, de discuter, ce que j'en ai retenu avant tout, peut-être parce que je suis d'une nature optimiste et positive, c'est avant tout la force et l'importance de ce patrimoine, la variété des produits qu'on a la chance de produire en France, la fierté des producteurs, la volonté, l'envie de travailler, de faire reconnaître un savoir-faire. Et c'est vraiment des valeurs très nobles que j'ai rencontrées, évidemment, souvent dans une certaine précarité, mais toute proportion gardée, des gens qui ont vraiment envie de faire connaître leurs produits. J'ai rencontré avant tout de belles personnes extrêmement passionnées, fières et qui ont de belles raisons de l'être. Alors vous parliez de valeurs. La maison Plisson est devenue une vraie valeur. Comment un producteur fait pour y rentrer? Ça passe par une dégustation, aussi bien sûr par une rencontre, mais une dégustation. Tous les produits qui sont aujourd'hui proposés à la maison Plisson ont été soumis à un comité de dégustation. Alors c'est un grand mot. On tenait beaucoup à ce que ce soit avant tout des produits qui soient sélectionnés pour la qualité de pour leur qualité intrinsèque de fabrication, mais aussi pour leur goût. C'est pas parce qu'un produit est bien fait qu'il est bon. C'est pas parce qu'un produit est bon qu'il est bien fait. Nous, on voulait vraiment que les produits soient sélectionnés sur ce double prisme. Pour ce faire, on a effectivement fait des centaines de dégustations à l'aveugle, toujours hors packaging pour ne pas être influencé par cet élément. Et puis ça reste quelque chose de subjectif.
donc en étant toujours au moins 4 ou 5 lors des séances de dégustation, on avait quand même un panel suffisamment représentatif de voilà, est-ce que ça nous plaît ou pas, est-ce que ça répond à ce qu'on espérait ou pas. Et ça nous a permis petit à petit effectivement de sélectionner tous ces produits. La maison Plisson a connu une ascension assez fulgurante, assez étonnante. Vous vous attendiez à ça quand vous l'avez créée? Je dirais qu'on pouvait... Non, très sincèrement, non. Ça aurait été difficile, ne serait-ce que de l'espérer. Ça aurait été trop ambitieux. On est ravis, évidemment, de voir que les clients comprennent nos valeurs, s'y retrouvent et les apprécient. C'est beaucoup de travail au quotidien et c'est qu'un début. Donc, notre souhait est surtout de pouvoir continuer cette aventure et la développer davantage. Oui. Et cette aventure, elle mène où? Quel est le next step? Alors, le next step, aujourd'hui, on a sorti un livre très dernièrement qui nous donne le plaisir de pouvoir proposer des recettes faites avec les produits des producteurs que nous représentons et donc de partager encore plus puisqu'on peut, la boutique est unique, le livre peut se trouver plus facilement. Donc ça nous permet aussi de communiquer sur les producteurs parce qu'on rédige des portraits des producteurs dans ce livre. On l'a fait en collaboration avec 180 degrés qui est une revue qu'on aime beaucoup et on l'a coédité, donc c'est quelque chose qui reste voilà, fait à la maison comme on aime faire. Oui. Merci beaucoup Delphine. Merci beaucoup. Le 16e arrondissement n'est pas réservé aux gens Eudes et aux Marie Chantal. Nous, on vous a déniché les bonnes adresses à connaître pour briller lors de vos soirées mondaines. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le 16e. Tradi, vieux bourgeois, le quartier Auteuil-Neuilly-Passy n'a pas la réputation d'un endroit très animé et chaleureux. Mais au milieu de ses hôtels particuliers et de ses ambassades, on peut y trouver des recoins attachants. Pour commencer, nous nous rendons dans une vraie maison d'élégance. Compte en commun Édith Piaf, Alain Delon, Novak Djokovic, Keanu Reeves et Jean-Paul Gaultier. Ils sont tous passés sous les projecteurs d'un lieu particulier. Studio photographique inauguré en 1934, le studio Harcourt a pris ses quartiers rue de Lota depuis le printemps 2016. Un endroit spacieux et chic pour ce studio cultissime et unique au monde. C'est le seul studio photo au monde qui a toujours préservé le travail de lumière continue, c'est-à-dire une photo réalisée sans flash, à la lumière des spots, et donc nous sculptons la lumière autour des modèles. Un savoir-faire lumière très spécifique transmis de génération en génération et une signature unique. Chez nous, le photographe se cache derrière la signature, parce que c'est un travail d'équipe qui est réalisé. Assistant lumière, maquilleuse, retoucheur, responsable des tirages, tous s'activent pour un résultat optimal et pour une expérience à part entière. Outre les stars, nombre d'anonymes se prêtent au jeu. C'est le cas de cette jeune fille à qui on a offert une session photo dont elle se souviendra longtemps. Pour toucher du doigt l'expérience Harcourt, on peut aussi profiter des expositions du café et de son savoir-faire beauté. Alors si vous avez envie de vous sentir un peu Monica Bellucci ou Kevin Spacey le temps d'un après-midi, vous savez où vous faire tirer le portrait. Changeons de perspective, et si nous voyions le 16e arrondissement depuis la Seine ? Pas question de prendre le bateau, on vous emmène sur une île. Pas l'île de la Cité, pas l'île Saint-Louis, non, l'île aux Cygnes. On y accède d'un côté par le pont de Bir Hakeim, c'est parti. Cette île artificielle créée en 1825 était initialement une digue faisant partie du pont de Grenelle. Longue de 890 mètres et large de seulement 11 mètres, cette langue de terre accueille une promenade publique. Située entre le 15e d'un côté et le 16e de l'autre, elle offre une vue inédite sur les alentours. Joggeurs, promeneurs, chiens et maîtres ne s'y trompent pas. Planté d'arbres sur toute sa longueur, ce lieu d'une grande diversité botanique accueille une 60aine d'espèces différentes, une bouffée d'air frais pour la ville. À l'autre bout de l'île, on retrouve le pont de Grenelle, quelques équipements sportifs et un monument inattendu. Oui, il s'agit bien de la Statue de la Liberté. Enfin, une réplique version réduite, bien sûr, cadeau du Comité des Américains de Paris en 1889. Une vue privilégiée à la fois sur la Tour Eiffel et la Statue de la Liberté, ça vaut le détour, non ? Le 16e cache aussi quelques adresses insolites, à l'image de ce musée peu connu qui présente des œuvres pas comme les autres. C'est le seul musée qui expose du faux. Bienvenue au musée de la contrefaçon.
Le musée de la contrefaçon appartient à l'Union des fabricants, qui est l'association française de lutte anti-contrefaçon, et a pour objectif de sensibiliser les visiteurs, les consommateurs à la reconnaissance des vrais et des faux produits. Pour chaque produit, une étiquette vraie ou une étiquette faux. Une manière ludique de sensibiliser le visiteur, mais aussi un moyen de l'éduquer face à un phénomène qui ne date pas d'hier et qui ne s'arrange pas avec le développement d'Internet. Mais d'où viennent ces objets illégaux? La majorité provient de saisies par les douanes et s'expose dans différentes salles thématiques. Tous les secteurs d'activité sont touchés, des produits de luxe aux produits de grande consommation. Si vous ne voulez pas essuyer les larmes de votre petite fille devant sa Baby qui perd ses cheveux, utilisez un Bix qui n'écrit pas ou bien trouvez des fautes d'orthographe dans votre dictionnaire, apprenez à vous méfier. Alors oui, cela fait sourire, mais la contrefaçon est un vrai fléau. Acheter un produit contrefait, non seulement ça peut être dangereux, mais ce n'est pas anodin. Parfois ça fait sourire et on ramène ça un peu comme une anecdote de vacances. La contrefaçon, c'est lié au financement du terrorisme et à la grande criminalité. Vous êtes prévenus, ce musée tout aussi amusant que nécessaire vous attend. Vous voyez, le 16e arrondissement a aussi son charme, il suffit de s'y aventurer un peu. Pauline Crière tapisse, Pauline Crière crée. Découvrez le savoir-faire traditionnel de la tapisserie remis au goût du jour à travers les créations insolites et modernes de cette jeune artiste. Il était une fois Pauline Crière, une jeune femme tapissier créateur à l'imagination débordante qui restaurait et inventait toutes sortes de fauteuils. Pourtant, elle était issue d'une famille où tout le monde était médecin. Mon père est pédiatre, ma mère est infirmière et j'ai ma grande sœur qui est gynécologue obstétricienne et l'autre vétérinaire. Et donc ils soignent tous le vivant et moi j'étais à côté à me demander ce que je faisais à restaurer des fauteuils. Et c'est en se déclarant médecin des fauteuils que Pauline a su s'inscrire dans la tradition familiale. Car pour elle, les sièges sont des personnages à part entière, avec une histoire et pourquoi pas même un organe, un cœur et des sentiments. C'est une chaise qui s'appelle 28 rue du Pas de la Mule que j'ai trouvée à cet endroit-là et je l'ai restaurée exactement comme je l'avais trouvée. Donc elle était très triste et elle avait un grand trou à la place du cœur et donc je suis venue recouvrir sa peine à la feuille d'argent et j'ai brodé son chagrin de perles. On vous l'avait dit, Pauline ne manque pas d'imagination. Après un bac littéraire option musique, c'est avec l'envie de faire un métier artisanal et concret que Pauline s'oriente vers le savoir-faire de tapissier. La voilà aujourd'hui pensionnaire des ateliers de Paris. Mais alors pourquoi cette fascination pour les sièges ? J'adore être assise. Depuis toute petite, j'ai mis beaucoup de temps avant de marcher et j'aime beaucoup ma vie assise. Le siège, c'est un super outil pour s'évader, pour regarder ce qui nous entoure et être vraiment dans sa bulle. Et mes sièges, ils vont dans ce sens-là pour aider les gens à s'évader en étant assis. À l'image de cette fourrure sous les accoudoirs, Pauline aime ajouter quelques surprises. Mais pour arriver à ses réalisations originales et inventives, elle a dû d'abord apprendre un métier à l'héritage culturel fort et au savoir-faire très codifié. J'utilise le savoir-faire de tapissier qui a des centaines d'années et les tapissiers travaillent pour rendre un siège très pérenne. J'ai appris le métier par des maîtres de stage qui ont fait ça toute leur vie, qui ont repris l'activité de leur père et donc c'est vraiment cette transmission qui m'intéressait. J'utilise ce savoir-faire-là pour faire des fauteuils en apportant une dimension plus poétique, plus artistique. Car parmi ces activités, il y a d'une part un travail de restauration traditionnelle, mais aussi une restauration créative, où elle propose en plus à ses clients des touches artistiques. Là, je travaille sur le fauteuil d'un client qui m'a demandé de trouver un fauteuil de telle époque. Et donc je l'ai cherché, je l'ai restauré traditionnellement en crin. Et je lui ai proposé une restauration avec des boutons en verre que j'ai créés. Et la troisième dimension de son activité, ce sont ses éditions d'art. Anatomia, Nabucodonosor II, Esquisse au salon, Chagrin d'école, Un après-midi au Louvre, des drôles de noms et des créations qu'elle conçoit entièrement. Puis, elle les fait réaliser par un ébéniste vosgien et elle en assure toute la partie garniture. C'est l'occasion pour elle d'exprimer tout son imaginaire et de faire appel à d'autres savoir-faire, comme la broderie, la feuille d'or, le dessin à même le fauteuil ou même d'autres artisans. Elle soigne également le dessous des sièges et surtout, elle s'amuse. Aujourd'hui, la vision de la création, c'est d'apporter quelque chose de plus léger, de s'amuser justement de tout cet héritage, de venir re-questionner le siège. À quoi ça sert un siège? Qu'est-ce qu'on fait sur un siège? Et ben, quand on est assis sur un siège,
on y laisse l'empreinte de nos fesses. Donc je viens broder l'empreinte des fesses ou j'ai fait un tabouret avec des mains brodées et il s'appelle le touche-fesses. On oublie que le siège, il nous touche les fesses. Finalement, les sièges de Pauline, ce sont des œuvres d'art. Mais t'es assise dessus. Oups, mais justement des œuvres sur lesquelles on peut s'asseoir. Or, l'objectif de Pauline, c'est avant tout de redonner un souffle de modernité à un métier qu'elle aime. Et des événements comme le carrousel des métiers d'art ce jour-là lui permettent justement de faire passer son message. 250 artisans en tout, parmi lesquels un stand Jeunes Talents où Pauline présente ses créations. C'est un stand offert par la Chambre des métiers d'art qui décerne un prix à 10 lauréats artisans en début de carrière. C'est un salon qui permet de la visibilité et de montrer du coup à un public large qu'est-ce que c'est qu'un créateur et un artisan d'art aujourd'hui et quelles créations il propose. Avec ses idées loufoques ou avec des initiatives éco-responsables dans le choix des matériaux, Pauline innove et cajole chacun de ses passions à 4 pieds. Pour sûr, elle saura vous faire redécouvrir le plaisir d'être assis. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!